Merci, ça va être relativement facile après toutes les présentations faites lors de cette session. Bon, on sait tous que les complications post-opératoires représentent un enjeu majeur de la prise en charge périopératoire. Donc l'objectif de la prise en charge du médecin anesthésiste réanimateur, c'est de réduire, bien sûr avec les chirurgiens, mais de réduire l'incidence des complications post-opératoires. Il est clairement démontré depuis à peu près 5 décennies que les événements péropératoires qui se caractérisent par une dette qui entraîne une dette d'oxygène par rapport au tissu, ou bien des épisodes d'hypotension artérielle ou d'hypoperfusion tissulaire vont entraîner des défaillances d'organes, une ou plusieurs défaillances, et il y a une corrélation entre ces défaillances d'organes et les complications périopératoires. Il n'y a rien de particulier dans ces données, mais on s'intéresse de plus en plus aux volets métaboliques, tissulaires et cellulaires dans la prise en charge périopératoire. Alors je vais commencer rapidement par pour qui assurer une optimisation hémodynamique périopératoire. Je vais faire simple. Il y a eu une présentation avant moi qui préconisait le score de Duc. J'espère que les Marocains, dans les dizaines d'années à venir, vont commencer à remplir le questionnaire et que les anesthésistes vont l'analyser. Pour l'instant, moi, je reste sur l'évaluation du couple cœur-poumon et essentiellement la tolérance à l'effort. Et je pense que l'évaluation des capacités fonctionnelles par les équivalents métaboliques est intéressante. Quand un patient, et pour faire simple, c'est plus facile de répondre pour qui il ne faudrait pas, bien que éthiquement ce n'est pas faisable, pour qui il ne faudrait pas faire d'optimisation cardiovasculaire ou il ne faut pas s'intéresser beaucoup à cette optimisation. C'est tout simplement pour les patients qui vont bénéficier de chirurgie à très faible risque. À côté de ça, on peut ne pas la faire chez les patients qui sont des athlètes de haut niveau, qui ont des équivalents, qui sont au-delà de 10 équivalents métaboliques. C'est des gens qui ont une VO2 max supraphysiologique. En dehors de ces cas, chez tous les patients, il faut voir le terrain et le risque chirurgical. Dès que la chirurgie a risque intermédiaire ou majeur, dès que les capacités fonctionnelles sont moyennes, il va falloir assurer une optimisation hémodynamique péropératoire. Alors comment ? Quand on décide de la faire, il faut la faire tôt. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des épisodes d'hypotension, d'hypoperfusion au bloc opératoire dès le départ. C'est avant l'induction, voire même avant l'intervention chirurgicale. Il faudrait obligatoirement que ça soit guidé par un monitorage adapté. Quand je parle de monitorage, ça peut être juste la pression artérielle invasive, comme ça peut être le débit cardiaque. Et ça comporte tout simplement des choses qu'on fait tous les jours. C'est le remplissage vasoconstricteur et de temps en temps, remplissage vasoconstricteur et inotrope positif. Je reprends cette figure qui me paraît assez intéressante pour expliquer un tout petit peu ce qu'on fait pour l'optimisation hémodynamique péropératoire. Ce qu'on a l'habitude de surveiller, c'est la pression artérielle moyenne. Là, on est en train de parler de transport d'oxygène et de consommation d'oxygène. Ce transport d'oxygène dépend de 2 paramètres importants, le débit cardiaque et le contenu artériel en oxygène. Je ne vais pas dire qu'il faut faire des hyperoxies, vous avez vu les complications que ça peut donner en réanimation apparemment, même en anesthésie. Optimiser l'hémoglobine, c'est assez correct, sans viser des taux au-delà de 10 grammes par décilitre, même de 9 grammes par décilitre. Par contre, il faut optimiser le débit cardiaque. Comment l'optimiser? C'est en s'intéressant à la précharge, à la post-charge et à la contractilité. Et l'élément le plus important à vérifier, c'est le volume d'éjection systolique, parce que tout simplement, le débit cardiaque, c'est le volume d'éjection systolique par la fréquence cardiaque. Ce volume d'éjection systolique dépend de la précharge, du remplissage. Et ce n'est pas que la pression au niveau de l'oreillette, mais c'est surtout la pression systémique moyenne, cette pression qui est au-dessus de la pression de l'oreillette droite qui permet une précharge intéressante. Autrement dit, quand on remplit, ce n'est pas en augmentant la pression au niveau de l'oreillette droite qu'on va améliorer le débit cardiaque, mais c'est plutôt qu'en augmentant beaucoup plus cette pression systémique moyenne au-dessus de la pression de l'oreillette droite pour assurer une augmentation du débit cardiaque. Donc on va s'intéresser au volume d'éjection systolique. Pour avoir une perfusion, il faut avoir un débit, mais il faut avoir une pression. Donc
Pour perfuser un organe, il faut un débit et une pression. Et on va voir qu'est-ce qu'on fait pour le monitorage quand on veut optimiser l'hémodynamique d'un patient. Je pars pour le monitorage, ça peut être juste la pression artérielle invasive. Elle donne beaucoup d'éléments, notamment la pression pulsée, la surface sous la courbe. Avec de nouveaux moniteurs, on peut avoir même une idée sur le volume d'éjection systolique. Et on voit la variabilité, c'est des paramètres qui nous permettent de guider notre optimisation. Il faudrait avoir comme objectif une variation de la pression artérielle systolique aux alentours de 10%, au-dessus ou au-dessous des chiffres habituels du patient auparavant, et surtout ne pas avoir une pression artérielle moyenne au-dessous de 60 mm de mercure, parce que c'est cette pression artérielle moyenne qui va donner la pression de perfusion. L'électrocardiographie permet des mesures sur un petit moment qu'il va falloir répéter, mais ça donne beaucoup d'éléments sur la précharge et des éléments sur la contractilité, soit par échocardiographie transthoracique quand c'est possible, sinon un Doppler transœsophagienne ou une échodoppler transœsophagienne. Ce qui est de nouveau, c'est qu'il faudrait mettre de plus en plus de cathéters veineux central avec fibre optique permettant de mesurer la saturation veineuse en oxygène. Ce n'est pas du sang mêlé, ce n'est pas la saturation comme on a dans les soins, mais c'est du sang mêlé et il y a une corrélation entre la saturation veineuse du sang mêlé et la saturation veineuse centrale en oxygène. Le débit, quand on peut l'avoir, c'est excellent. On a de plus en plus de moniteurs qui permettent de façon relativement peu invasive d'avoir le débit cardiaque. Et si on doit avoir le débit cardiaque, il faut avoir un débit cardiaque continu par thermistance et avec une SVO2 en continu. Donc il y a des cathéters qui permettent d'avoir le débit en continu et la SVO2 en continu. Il faut associer à ça, de plus en plus, et on le fait, le dosage des lactates. Qu'est-ce que je fais sur le plan pratique? Je vais remplir comme d'habitude. Je vais titrer mon remplissage, mais là, je ne vais pas attendre l'augmentation de la pression artérielle moyenne ou systolique. Je ne vais pas suivre la pression au niveau de l'oreillette droite, mais je vais prendre un paramètre qu'on a de plus en plus disponible au bloc opératoire et en réanimation, c'est un volume d'éjection systolique. C'est la variation du volume d'éjection systolique qui veut dire le débit cardiaque qui détermine est-ce que je peux continuer à remplir ou j'arrête mon remplissage et je passe à autre chose. Ce qui est recommandé, c'est de mettre des bolus de 4 ml/kg à passer en 10 minutes et évaluer la variation du volume d'éjection systolique avant et après le remplissage. On continue à remplir tant que ça donne une augmentation du volume d'éjection systolique au-delà de 10%. Au-dessous de 10%, on s'arrête. Et quand le volume d'éjection systolique baisse au-dessous de 10%, on refait une deuxième titration de remplissage. Quand ce n'est pas suffisant, on a atteint la limite, il faut se faire aider par des vasoconstricteurs qui vont augmenter essentiellement les résistances systémiques, mais aussi les résistances du secteur veineux capacitif, et en augmentant le retour veineux. Ça peut être de façon momentanée par bolus, c'est de l'éphédrine, mais surtout de la noradrénaline. Chirurgie qui va durer, délabrante, un patient qui va passer en réanimation, mettre de la noradrénaline. Et l'objectif ici, c'est d'assurer cette pression associée au débit. On a assuré la précharge, on a assuré le débit, il faut assurer une pression systémique, une pression artérielle moyenne. Quand on a rempli correctement et on n'arrive pas à augmenter le débit cardiaque, quand on a assuré une pression artérielle moyenne et une pression de perfusion correcte, et malgré ça, on a une inadéquation de l'apport et de la consommation en oxygène qui va se traduire essentiellement soit sur les gaz du sang, mais surtout sur la surveillance de la saturation veineuse en oxygène. Et quand on a des paramètres échocardiographiques qui reflètent une diminution de la fonction systolique du ventricule gauche, il va falloir associer un inotrope positif, et c'est la dobutamine. Donc en fin de compte, c'est ce qu'on a l'habitude de faire, il faut le titrer, et il faut surtout surveiller est-ce que c'est efficace ou pas, par des paramètres qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser tout le temps, et ça va se venir progressivement. C'est le volume d'éjection systolique, et c'est la saturation veineuse en oxygène. Je termine pour les gens que ça intéresse. Dans 2 mois, il va apparaître un petit manuel sur l'optimisation dynamique périopératoire. Merci. Merci, Dr. Khtani. Déjà une question de Casablanca. Alors, patient en insuffisance cardiaque à fonction VG conservée. Quelle gestion périopératoire?
Oui. Fonction VG conservée. Oui. Donc quand tu parles fonction VG, est-ce que c'est systolique ou diastolique? Ça, c'est typiquement le patient qui a un taux de BNP élevé, que les Canadiens ont mis comme patient à haut risque. Tout simplement, il a une fraction, ça doit être une cardiopathie hypertensive, un patient qui a une fraction d'éjection aux alentours de 55 à 60%, mais qui a une altération de la fonction diastolique. Ce patient, le remplissage va augmenter la pression diastolique au même niveau que la pression systémique moyenne. Donc, le remplissage ne va pas permettre une augmentation du débit cardiaque. Par contre, il fait courir au patient le risque d'OAP et de surcharge. Donc, qu'est-ce que je propose? Ma gestion pour ce patient, c'est rapidement passer au vasoconstricteur pour maintenir une pression de perfusion correcte. Et contrairement au patient qui a une fonction diastolique correcte, il faut optimiser au maximum le remplissage avant de passer au vasoconstricteur. Parce que quand on passe au vasoconstricteur alors qu'on n'a pas optimisé le remplissage, c'est délétère pour le patient. Mais tu parles, pour l'insuffisance cardiaque diastolique, tu parles des patients stables, qui ne sont pas hypovolémiques. Si tu me dis une insuffisance cardiaque diastolique stable pour une chirurgie froide, et pas de souci. Mais une insuffisance cardiaque diastolique sur une chirurgie urgente ou des patients qui sont âgés, qui sont malades depuis pas mal de temps, qui te font une urgence chirurgicale, ce sont des malades souvent hypovolémiques. On a une insuffisance cardiaque diastolique hypovolémique. Je pense que c'est ce que tu voulais dire. C'est-à-dire, là, c'est un patient programmé qui a, ce que j'ai compris de la question, qui a une bonne fonction ventriculaire gauche et que le cardiologue a étiqueté comme une insuffisance cardiaque. C'est une insuffisance cardiaque diastolique. Et ces patients, en péropératoire, ils courent beaucoup plus le risque d'OAP que de bas débit. C'est essentiellement ça. Maintenant, effectivement, il y a des patients avec une altération de la fonction diastolique et qui sont hypovolémiques. Ils sont encore beaucoup plus difficiles à gérer en péropératoire. Et là, on a besoin d'un monitorage. On ne peut pas les traiter à l'aveugle. Il y a une autre question là. Oui, une question de Taza. Donc, vous avez parlé de variation de volume d'éjection systolique pour conduire le remplissage, mais en pratique, on voit comment que le VES a augmenté. À la rigueur, la variation de l'ITV par écho est plus plausible. Très bien. Bon, alors, le volume d'éjection systolique sur tous les nouveaux moniteurs, en fait, c'est l'intégrale temps vitesse. Soit c'est l'intégrale temps vitesse sur le Doppler, le Doppler aortique qui donne un volume, soit c'est les surfaces sous la courbe de plétismographie de pression artérielle. Donc on a de plus en plus de modélisation sur les moniteurs qui permettent de vous donner carrément le débit cardiaque et le volume d'éjection systolique. Je ne vais pas parler de marques de moniteurs, mais ils existent déjà au Maroc. Vous avez des moniteurs qui vous donnent et le débit cardiaque et le volume d'éjection systolique et sa variabilité. Et c'est des moniteurs relativement moins invasifs. On a besoin d'une artère et d'un cathéter veineux central. Mais ils sont disponibles. Une autre question de Casablanca. Est-ce que le moyen de monitorage de débit cardiaque influence le pronostic? Pour les patients lourds, oui. Aussi bien en réanimation qu'en chirurgie lourde. Quand on arrive à monitorer et le débit cardiaque et les pressions de remplissage, à côté de ça, on a un monitorage métabolique, par exemple, avec la SWAN, on a la saturation veineuse du sang mêlé, on a la différence artério-veineuse, on a le shunt pulmonaire. On a une meilleure, toutes les études ont montré que le monitorage invasif, il est certes, il y a des complications liées à ce monitorage, mais ça permet de guider de façon beaucoup plus adaptée la réanimation. S'il n'y a pas de questions, je me permets de te poser une. Je profitais que tu sois là. Tu as dit en termes de vasopresseur inotrope, tu commences par le vasopresseur qui a un effet bêta, noradrénaline a un effet bêta, en plus de l'augmentation des pressions de perfusion. Alors, quand tu mets la dobu, quand surtout il ne faut pas la mettre? Alors, il ne faut pas mettre la dobu quand il n'y a pas de réserve myocardique. C'est-à-dire quand on met de la dobutamine chez un patient qui a une cardiopathie ischémique, où on sait, comme si c'était un test d'effort à la dobu. Tu mets de la dobu, ça augmente la consommation en oxygène, ça te rend un malade plus rapide, ça te donne de l'arythmie et tu n'augmentes pas le débit cardiaque. Là, en plus du bas débit, en général, tu altères le cœur, tu auras les troponines qui vont augmenter. Donc, j'ai parlé, il faut avoir un débit, une pression. Les choses sont simples. Moi, je donne un exemple. Quand on veut arroser son jardin, on ouvre le robinet. Si on serre le tuyau, l'eau peut atteindre des endroits beaucoup plus loin. Il faut avoir les débits et la pression
pour avoir une perfusion, il faut un équilibre entre les deux. Quand on a beaucoup de pression avec la vasoconstriction, c'est une post-charge excessive pour le cœur et le débit n'est pas augmenté. Par contre, quand on a une vasodilatation importante, on a beau augmenter le débit, il y a des endroits, des tissus qui ne sont pas perfusés. Donc il faut un équilibre, et cet équilibre-là, comment le monitorer? Ce n'est pas par les paramètres hémodynamiques, mais métaboliques. En fin de compte, est-ce qu'on a un bon transport d'oxygène? Est-ce qu'on a une extraction correcte? Et est-ce qu'on a un retour suffisant en oxygène, la saturation veineuse mêlée ou centrale? C'est-à-dire, j'assure le débit, j'assure la pression. Après, est-ce que j'ai un taux d'hémoglobine correct? J'ai une PaO2 correcte? Maintenant, est-ce que les tissus vont extraire ou pas? C'est une chose. Quand l'ischémie a duré, quand la dette a duré, ils ne vont pas extraire. On aura une extraction basse avec une SVO2 élevée. Et le monitorage ne peut